Bonjour à tous, très heureux du coup de vous retrouver ce matin, l'occasion de présenter un petit peu quelques tendances qu'on observe. Alors je pense que comme beaucoup d'entre vous, vous avez un peu tourné en rond pendant quelques jours, voire pendant quelques semaines, pendant cette période Covid, à réfléchir à qu'est-ce qui va se passer, comment je vais m'organiser et ainsi de suite. Ce qu'il faut voir, c'est qu'en gros, quand il y a des grandes crises dans l'histoire, et ça a toujours été le cas, il y a eu derrière, de manière induite, des grosses forces de changement de comportement. Et je pense que certains qui nous regardent ce matin ont un masque, évidemment, sur eux. Bon, voilà, les comportements, ils ont beaucoup bougé. Autre chose, c'est qu'il y a eu beaucoup de changements aussi dans les entreprises, dans les organisations, dans les gouvernances. Et tout ça induit sur la durée des changements économiques, sociaux et culturels profonds. Et il faut vraiment prendre en compte et prendre en considération tous ces changements parce qu'on est qu'au tout début. Ce que nous avons vécu ensemble et ce qu'on vit ensemble, c'est trois choses. D'abord, on a tous ensemble vécu un choc économique, un choc sanitaire. On est actuellement dans une période de réorganisation humaine, réorganisation un peu de la société, et on va rentrer, peut-être en milieu d'année, quand on aura trouvé le vaccin, dans ce que nous on appelle au Hub la Next Economy. La Next Economy, c'est quoi ? Pour le Hub Institut, la Next Economy, quand on a vécu déjà 20 ans d'économie numérique, puis l'avènement de l'économie durable, la Next Economy, c'est justement la rencontre de tous ces changements en incluant les enjeux de transformation digitale, transformation du travail, les enjeux aussi sanitaires. Et donc là, selon nous, on est quand même parti pour 15-20 ans de Next Economy. Alors, ce qui est clair, c'est que dans l'opinion, les choses changent. On n'en est plus à identifier la personne qui est en charge d'identifier les enjeux de problèmes. Ce qui est très important, c'est de non plus identifier les change makers, mais d'identifier vraiment les solution makers. Et d'ailleurs, nous, Hub Institute, on a à cœur de promouvoir tous ceux qui proposent des solutions concrètes plutôt que ceux qui disent il faudrait peut-être changer les choses. Alors, on a organisé autour de ces 2 jours 4 grandes thématiques, donc autour de l'impact positif, autour de l'expérience client, autour du marketing et autour des organisations. La première chose, c'est l'impact positif. Alors évidemment, que ce soit les consommateurs, les collaborateurs, les régulateurs, les marchés, sont en attente de beaucoup de transparence, de plus d'utilité sociale, d'un impact sur le développement durable et plus d'éthique et d'inclusion. Tout ça ne va pas se faire en un jour. Donc clairement, l'idée, et je pense que c'est un des points importants, c'est de passer d'une logique pure et classique de promesse de marque avec à la clé une recherche de profit, à une démonstration de la raison d'être et à comment je vais utiliser mon pouvoir de marque pour avoir de l'impact. Et c'est là qu'on voit vraiment le move actuellement s'opérer. C'est des choses qui vont continuer à s'accélérer. D'ailleurs, je pense que vous le voyez autour de vous, le nombre d'entreprises à mission s'est fortement développé. Ici, vous avez quelques exemples, mais on pourrait en citer beaucoup d'autres. Mais le vrai changement, et on le voit en ce moment en pleine période justement de relance, c'est l'évolution du client. Le client a véritablement changé, le client a véritablement muté. Il va regarder de très près, première chose, 1, l'engagement des marques, l'engagement réel des marques. 2, il va voir clairement, il va vraiment travailler sur l'utilité réelle du produit ou du service. On peut passer sur les enjeux de ShopScam, de FlyScam, toutes ces problématiques liées justement à la baisse de la consommation. Et enfin, on ne peut pas enlever effectivement le contexte économique entre les grèves, les gilets jaunes et la crise, les enjeux de l'accessibilité du produit et du service. Il faut vous assurer que vos produits et vos services sont accessibles pour le plus grand nombre de personnes et le plus large personne de la population. Et il y a aussi le temps pour vous de faire le point sur où en est votre marque et quelle est la relation entre votre marque et vos clients. Est-ce qu'on est au niveau de l'admiration, de l'endorsement, tant mieux pour vous, de l'indifférence, voire du rejet? Il est temps, clairement, sur cette échelle, d'identifier le degré d'identification à la marque du client et, bien sûr, le degré de perception des mesures d'impact que vous pensez faire, mais qui ne sont pas forcément perçues par vos clients. Alors, si on prend le thème de l'intelligence artificielle qui sera au cœur de nos échanges, en gros, l'intelligence artificielle va avoir un impact concret dans la personnalisation de l'expérience en ligne, dans les recommandations marketing. Et donc, il va falloir effectivement, avec les chatbots bien sûr, il va falloir pouvoir effectivement l'intégrer. Et pour ceux qui n'ont pas encore démarré sur ces sujets, il est vraiment temps de travailler là-dessus. Le deuxième point, c'est effectivement tout ce qui est lié au test. Je pense aux commandes robotisées. Alors, ce n'est pas en test pour un certain nombre, il y en a qui ont déjà démarré.
Voilà, et puis tout ce qui est lié aux inventaires, voilà, et il y a vous avez encore beaucoup de cas qui sont présentés ici. Alors, on est aussi dans une ère de l'authenticité et en gros de l'inclusion et de l'inclusivité. On le voit ici dans cette publicité à gauche. Bon, clairement, c'est des usages, des contextes d'usage que vous avez peu de chances de vivre dans votre vie quotidienne. Et donc, c'est intéressant de voir comment beaucoup de marques rapprochent dans leur message de communication, le contexte réel de l'usage des produits. Donc, à gauche, une voiture au milieu du désert, peu probable que ça vous arrive pour le commun des mortels. Et par contre, votre voiture au milieu des bouchons, là, il y a plus de chances que ça vous arrive. Donc, il y a vraiment un move là-dessus. Autre exemple, je l'évoquais à l'instant, Asos qui, par exemple, intègre des mannequins, voilà, comme on le voit en fauteuil roulant. Gillette Vénus qui, du coup, parle de sujets qui étaient jusque-là tabous, mais qui sont des sujets du quotidien, comme les poils. Et enfin, Herbal Essence qui inclut dans son design, un design inclusif, qui permet aux personnes aveugles de différencier pour un même packaging un shampoing ou un après-shampoing via l'impression de volume sur le produit. Donc on le voit, une vraie prise de conscience. Et si on voulait élargir, on pourrait dire qu'aujourd'hui les marques sont vraiment dans un travail accéléré de transparence, de définir vraiment less is more, qui est vraiment repris par beaucoup d'entreprises, la réflexion aussi autour d'optimisation pour encourager tout ce qui est logistique avec le e-commerce, on le voit avec ce taille dans carton, et puis aussi relancer et engager avec tout ce qui est lié au refill. Évidemment impliquer le consommateur pour qu'il joue sa part aussi des choses, et puis souvent les engagements étaient jusque maintenant réservés en gros au rapport annuel. Maintenant les engagements vont se retrouver parfois même directement sur les produits. Il y a aussi l'utilisation de tout ce qui est matériel et du coup ressources recyclées. Et puis voilà, cette logique de sortir le plus possible le plastique. Donc c'est quand même une tendance lourde. Donc c'est des choses à suivre. L'élargissement d'un partenariat pour justement être dans des écosystèmes assez larges de recyclage et puis proposer des produits entièrement recyclés. Alors je finirai mon point par Patagonia qui, vous le voyez dans cette publicité, dit « Don't buy this jacket ». Sous-entendu, achetez-le si vraiment vous en avez besoin. Et by the way, on a aussi déjà des Patagonia, donc des blousons de seconde main disponibles en magasin, comme neufs. Vous pouvez aussi venir les acheter si vous trouvez que c'est pertinent pour vous. Donc c'est des messages forts d'entreprises qui ne poussent plus forcément à l'achat impulsif, mais qui sont vraiment de réflexion globale de l'impact qu'elles peuvent avoir. Alors nous, Hub Institut, bien sûr, on a notre rôle à jouer. Du coup, on travaille de plus en plus, maintenant depuis 1 an et demi, autour des objectifs de développement durable que nous avons organisés et classés en 3 grandes catégories. D'abord, les ODD, comme on dit, autour des ressources, vous le voyez sur la gauche. Après, vous allez avoir effectivement tout ce qui est lié vraiment au challenge humain. Et enfin, la gouvernance. Et donc, on a à cœur de travailler sur chacun des ODD. Et d'ailleurs, comme Perle l'a cité en introduction, nous aurons une grande conférence en fin d'année, le 1er et le 2 décembre, Sustainable.Paris, où nous aurons l'occasion d'échanger sur tous ces sujets. Le deuxième gros enjeu que nous évoquerons aujourd'hui au Hub Forum, c'est tout ce qui est lié à l'expérience client. Et l'expérience client, on le voit ici, c'est clairement une des priorités des CMO. C'est numéro 1 dans la gestion du parcours client, c'est le sujet numéro 1 qui remonte. Donc ça, c'est le point 1 qu'il faut vraiment que vous intégriez si vous n'avez pas déjà démarré votre démarche et un vrai travail de fond de mise à jour du parcours client dans une période où tout change. La deuxième chose, c'est comment personnaliser au mieux l'expérience en temps réel. Et ça, c'est un enjeu particulièrement important dans un monde qui se globalise avec des sites e-commerce et des sites internet qui sont maintenant multilangues, multi-pays et qui du coup doivent intégrer, ça sera l'objet des interventions je pense de Data World plus tard dans la journée, les enjeux de e-culturalisme, les enjeux culturels. Pour être performant, il faut être vraiment focus sur l'expérience client, sur le parcours client et sa capacité à s'adapter aux problématiques locales et aux cultures locales pour vraiment rentrer quasiment en conversation avec vos clients. Alors la conversation, c'est justement le point suivant, le point de focus. On l'a vu, je pense que vous en avez tous conscience, l'émergence des fake news touche aussi les entreprises, touche aussi parfois vos produits qui sont copiés, qui sont mal référencés en ligne. Donc il y a un enjeu de reprise en main du contenu corporate et du contenu du branding en ligne. Tout ça doit vous amener à encourager la conversation et non pas un marketing d'interruption pour, à la fin, permettre une meilleure conversion
et la capacité du coup à satisfaire au plus près votre client. Alors on le voit, j'ai choisi cette courbe, c'est la courbe du e-commerce, vous le voyez, depuis janvier jusqu'à aujourd'hui. On le voit avec justement le lockdown en France, un mois avant les États-Unis. Et donc, le pic de commerce, vous le voyez, reste à plus 25, plus 50%, même 6 mois après. Donc, le e-commerce n'est plus un canal supplémentaire de commerce. Pour certains commerces, ça va être un canal prioritaire, voire numéro 1 de distribution. Donc il faut vraiment continuer vos plans de transformation, on va l'aborder dans quelques secondes, pour vraiment intégrer cette dimension. Notre communauté a été sondée au début du Covid, on les a accompagnés, nos 120 grands groupes membres du Hub Institut, on les a interrogés, voilà les membres, et le sujet numéro 1, le podium des attentes et des focus, c'est l'omnicanal. Comment, en gros, produire, pas dire je fais l'omnicanal, faire du vrai omnicanal. C'est très difficile, c'est complexe, mais c'est vraiment le temps pour vous de comprendre que l'omnicanal, c'est vraiment aujourd'hui quelque chose qui va être le focus numéro 1, et en tout cas, ça correspond aux remontées de nos membres. Le sujet numéro 2, qui remonte de nos membres, c'est ce focus data, cette obsession de la donnée client pour permettre une meilleure personnalisation et une meilleure expérience et l'identification évidemment de signaux faibles pour améliorer le produit, les services et améliorer la relation client. Et enfin, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est l'arrivée du CDO au COMEX. Donc ça pourrait faire sourire, mais ça fait des années qu'on en parle. Donc pour vous, tout directeur digitaux, c'est un peu votre quart d'heure de vérité actuellement. Du coup, c'est intéressant de voir dans le retour des membres qu'on a eu oui, j'aimerais te présenter un projet de DAM, de PIM ou d'amélioration du e-commerce, et la personne qui vous dit on en reparle, où est ta note, j'ai besoin de ton dossier, voilà. Donc on le voit, le CDO est devenu vraiment une des personnes clés de l'entreprise dans cette transformation qui est choisie pour ceux qui la font depuis un certain temps et qui est malheureusement subie pour ceux qui n'avaient pas encore vraiment démarré. Donc c'est un peu à tous votre moment de vérité. Donc essayez de maintenir, effectivement, de vous maintenir au COMEX après Covid. C'est ce qu'on vous souhaite en tout cas parce que les enjeux restent extrêmement importants. Alors quelques chiffres aux États-Unis de CMO américains dans le cadre du CMO Survey. Donc 60% effectivement des CMO américains ont accéléré la mise en place de sites web avec interface client pour pouvoir effectivement proposer et engager avec eux. 56% ont accéléré leur go-to-market pour de nouveaux business models, une diversification. On pourra citer une des plus grandes, snack.com, l'initiative de Pepsi, qui du coup a mis l'entièreté de sa gamme en ligne pour proposer aux Américains d'acheter directement en ligne, du coup sans forcément passer par son réseau de distribution américain. C'est un geste très très fort qui est sans précédent jusqu'à maintenant dans ce qu'on connaît. Et enfin le dernier point, et ça en termes de management et de RH, on en parlera juste après, c'est assez impressionnant, le fait que 68% des CMO américains aient demandé à leurs collaborateurs d'engager en ligne. Ça c'est vraiment quelque chose de nouveau qui nous amène du coup au thème du repenser et d'accélérer le scale de votre organisation. Alors évidemment, tout ça par plus de transparence. Alors la question qui pourrait faire sourire, c'est en gros aujourd'hui, qui n'a pas son label ? Entre B Corp, voilà, Great Place to Work, ISO, UN Global Compact. La question qui va se poser, c'est que dans quelques années, tout le monde aura tout, donc il y aura des difficultés à dissocier un petit peu les boîtes les unes des autres. Mais ça va dans le bon sens, clairement. Et ça permet du coup un travail interne, un travail avec les équipes et aussi une remise en cause de ces réelles missions. Donc nous, on l'encourage plutôt. Et nous-mêmes, par exemple, nous avons rejoint UN Global Compact. Alors, il faut montrer l'exemple, je pense que c'est un des points clés. Il faut arrêter de dire on va faire et montrer ce qu'on a fait. On voit ces exemples, RATP, voilà, qui poussent des messages pour remercier ses équipes. Intermarché, pareil. On a bien vu que les first line étaient au cœur justement du lien social pendant la crise de Covid. Et c'est important que les organisations puissent l'identifier et promouvoir tous ceux qui ont pris des risques pour pouvoir maintenir ce lien social. Donc, montrer l'exemple, on le voit ici encore dans ce graphique, c'est très important. Alors, en gros, et je pense que vous l'aurez tous noté, on est passé en quelques mois de cette situation quelque part de travail, plutôt classique et on va dire qui n'avait pas trop bougé depuis des années, à cette situation-là. Alors la photo est un peu caricaturale,
Bon, certains sont quand même retrouvés en chemise, caleçon devant une visio. C'était les débuts de la visio. Mais ce qui est important, c'est de se dire que on a vraiment basculé d'une logique du je travaille à la maison ou maintenant je travaille anywhere. Et dans les retours membres qu'on a de la communauté, certains ont décidé de rester en région depuis la crise de Covid. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant à voir. Il y a vraiment des mouvements profonds de réorganisation de la société et de la raison d'être même à titre personnel. Alors, je l'évoquais il y a un instant, la visio est au cœur maintenant de tout. Et c'est vrai que nous, notre équipe formation a eu beaucoup de demandes de comment je forme quelqu'un à recruter en ligne, comment je forme quelqu'un à manager en visio, comment je forme quelqu'un à vendre en visio, comment je forme quelqu'un à maintenir le lien et maintenir en gros la relation client, le suivi client en visio. Donc on le voit, la visio fait partie du quotidien, il faut vraiment s'y faire, c'est quelque chose qui va vraiment durer, donc maintenant à vous de vous organiser. Les prémices, nous, on pense que c'est un peu cette visio premium qui est en train de se mettre en place. Peut-être que dans quelques mois, on rigolera un peu des interfaces visio qui ont d'ailleurs beaucoup amélioré. On prend l'exemple de cette boîte française, Pitchbox, qui propose justement une salle complètement aménagée, clé en main, où le collaborateur va pouvoir déclencher une visio animée, intervenir devant ses autres collègues de manière animée. Voilà, donc ça, c'est très, très intéressant à suivre. Alors, pour conclure, nous, on pense que pour s'organiser et se préparer à 2021, il faut avoir en gros il y a 6 gros défis. Le premier, c'est la capacité à gérer des problèmes complexes. On n'est plus dans un contexte de situation et de société très simple, avec des choses binaires à gérer. On va clairement dans la complexité. La deuxième chose, c'est que chacun d'entre vous gagne en flexibilité. On est obligé d'être flexible. Si vous n'êtes pas flexible, ça va être très compliqué. Le sujet numéro 3, c'est l'esprit d'équipe. Jamais, les organisations n'ont jamais été autant alignées avec ceux qui les dirigent. On le comprend, c'est d'une période très complexe. C'est l'occasion pour vous, acteurs de la transformation digitale, de faire justement les changements. Les collaborateurs sont vraiment à l'écoute. Donc cet esprit d'équipe est clé. Le quatrième point, c'est faire preuve de créativité. C'est très important, il faut pouvoir en gros permettre d'identifier de nouvelles idées, de nouveaux business models pour pouvoir se diversifier. C'est absolument incontournable parce que certains de vos business vont disparaître. Le cinquième point, c'est avoir le sens du service client. Pour certains, il en reste plus beaucoup des clients, je rigole, mais bon, il faut pouvoir vraiment s'en occuper et définir vraiment une relation forte avec eux et les accompagner pendant cette période complexe. Et enfin, bien sûr, maintenir un esprit critique. C'est très important. C'est parce qu'on est dans une période compliquée qu'on doit perdre notre esprit critique. Donc il faut continuer à se challenger, il faut continuer à échanger pour permettre d'identifier à chaque fois les meilleures solutions pour faire ce qu'on recommande, c'est-à-dire Recover and Scale, qui est le terme de notre journée. Pour vous quitter, je vous propose vraiment de feuilleter et de vous munir de notre dernier ouvrage, Le Guide du futur des RH et du management, qui est un ouvrage incontournable qui décrit de manière extrêmement détaillée et très opérationnelle comment vont fonctionner les organisations et comment vous devez maintenant accompagner un petit peu vos organisations. C'est très important. L'idée dans ces quelques minutes, c'était de développer et de partager avec vous ce qui nous semble, nous, les grands enjeux un peu de cette rentrée et qu'on vous conseille vraiment d'accélérer.